Histoire naturaliste, à l'écoute des passionnés de nature. Celles et ceux qui observent la faune, la flore, les espaces naturels. Ces personnes sensibles à la beauté du monde nous racontent leurs plus belles histoires de leur vie de naturaliste. Une production, La Belle Échappée. Alors là, on est dans un endroit mythique. C'est vraiment là que tout a commencé. Dans ce cirque. Regarde comme c'est beau. Magnifique. Là, à l'ombre, plein nord, là, des falaises de malades. 300-400 mètres de vide. La neige en permanence collée, même quand il n'y a pas de neige ailleurs, il y en a là. Il y en a toujours. Alors moi, quand je suis là, bon déjà je suis au paradis, bien sûr, mais pour raconter un peu la gueule qu'a le paradis, on est dans un petit vallon, là, avec des mélèzes. Et puis, à droite, tout autour de nous, on a une magnifique forêt de sapins blancs, sapins pectinés, magnifiques. Juste au-dessus, on a un bouquet de hêtres qui pousse au pied d'un pierrier, là, des hêtres très serrés. Et puis on a un immense pierrier. Un immense pierrier, là, il est recouvert de neige. Et au-dessus, on a une grande falaise. Donc on voit évidemment que la falaise se délite au fil du temps. C'est elle qui, en fait, a créé le pierrier avec les pierres qui tombent. Et en haut, on a cette crête qui est à peu près à 2000 mètres d'altitude. Et on a, dans ces falaises, des nids de faucons cresserelles, de grands corbeaux et aussi les airs d'aigle. Voilà le paysage, donc. Pic noir. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, bon là il doit y avoir un nid, forcément dans le secteur, il n'est pas à 10 bornes de nid, quoi, il est là. Et c'est là que j'ai commencé ma quête, le film Vertige d'une rencontre, sur les aigles, etc. Et au bout de 2 années de recherche, un aigle m'a emmené à la première aire que j'ai trouvée. Et cette terre est toujours utilisée, et malheureusement elle est difficile d'accès, et surtout on est à découvert si on s'en approche, donc on fout le bordel. Donc c'est là que la première année, j'ai regardé mais j'ai pas filmé, parce que je risquais de provoquer un problème, l'abandon du nid ou autre. Et j'ai attendu, et j'ai eu la chance, à droite là, d'avoir eu notre aire. Et l'année d'après, ils ont niché dans notre aire, et là, c'est là que ça s'est passé. Ici, c'est marrant parce que moi, avec les loups, surtout qu'il y a de la neige, comme ça, je suis habitué à regarder mes pieds, à regarder par terre pour essayer de trouver des empreintes. Mais quand je suis ici, faut pas regarder ses pieds, faut regarder là-haut. Parce que surtout maintenant, là, on est en février, donc là, les aigles, bon, ils commencent à s'accoupler depuis un moment. Les parades nuptiales officielles, on va dire, c'est en mars, mais ils commencent déjà là à festonner, à territorialiser, etc. Donc c'est un moment intéressant. Et donc il faut regarder en l'air. Vraiment un beau coin. On va se poser là, puis si on a un peu de chance, et que les aigles viennent nous faire un petit coucou, on est preneurs. J'ai failli oublier mon bateau. Jean-Michel, dit Milou, est un enfant du Champsaur, tout là-bas dans cet écrin des Hautes-Alpes. Il nous raconte ici ses empreintes de naturaliste, comment tout a commencé dans l'enfance à randonner dans les montagnes des écrins. Comment, après quelques errances planétaires, il est revenu au pays, histoire de ressentir le vertige d'une rencontre, celle des aigles royaux.
Alors là, on est à la maison, on est devant les fenêtres de la cuisine, et j'ai la vue qui tue. Côté ouest, on voit tout le Dévoluy. Donc j'ai toute la chaîne devant les yeux, l'aiguille, le pic de l'aiguille. On continue, on va jusqu'au col du Noyer, et puis on continue plus loin, et on voit la brèche de Faro. Beaucoup de falaises, c'est très chaotique. C'est vraiment très beau, quoi. C'est marrant parce que j'arrive, j'ai 65 ans, je suis né là, j'ai toujours vu ces montagnes et j'arrive pas à m'enlacer, quoi. Le matin, quand je prends mon petit-déj, je regarde ça, c'est jamais pareil. Donc c'est génial, quoi, c'est magique. Alors le goût pour la nature, c'est inexplicable. J'ai toujours vécu dans le Champsaur et en fait, j'ai toujours eu cette espèce de passion de la nature, de ce qui m'entoure et de ces cols. C'est marrant parce qu'il y a des cols, hein. Il y a le col de l'Escalier à côté de Quérel, là, qu'on voit de Saint-Bonnet. Et je me suis toujours dit, depuis que j'étais gamin, je me disais derrière ces cols, il y a le monde magique. Il n'y avait pas le côté naturaliste du tout, mais mes parents adoraient sortir. On allait pique-niquer tous les dimanches. On allait se balader à Prapic, dont mon père est originaire. On allait se balader à Champollion ou à Moline en Champsaur. Et évidemment, on sortait avec mon père, on regardait aux jumelles, on essayait de voir des chamois. Et toutes ces sorties, en fait, me rendaient heureux. Et moi, j'étais passionné par les animaux, donc je me renseignais par moi-même au travers des livres. C'est complètement inné. Alors là, c'est un truc, je ne peux pas l'expliquer. Et j'ai quand même eu une personne qui m'a guidé, qui m'a éveillé et qui a été une rencontre fabuleuse. C'est un vieux naturaliste qui habitait à Saint-Léger-les-Mélèzes, qu'on appelait le Père Bonnet. Et le Père Bonnet, c'était vraiment une figure. Et il travaillait en lien avec le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Et ce gars-là, j'allais le voir sans arrêt parce qu'il habitait à côté de chez ma tante, à Saint-Léger. Et il me disait toujours, tu sais, faut aller sur le terrain, tu vas regarder les trucs et tu lis après. Et quand tu liras, tu verras si ça confirme ce que tu as vu ou pas. Et je trouvais que c'était génial. Déjà, c'était bien parti, quoi. C'est-à-dire que c'était un mec qui m'a amené à faire du terrain. Alors le parcours, il a été chaotique parce que j'étais très bien à l'école jusqu'en 6e. Et donc à partir de la 6e, j'ai souffert. Et je me suis senti très très mal à l'école et j'avais de plus en plus cette passion de la montagne, des animaux. Et une espèce d'obsession des gens qui était l'aigle. Parce que j'avais aperçu de temps en temps, peut-être 3 ou 4 fois des aigles, parce qu'à l'époque l'aigle royal était rarissime et en voie de disparition. Et j'avais ce Graal, ce rêve d'aigle. Et donc j'avais qu'une envie, c'était d'aller, pour le coup, là, dans la vallée de Moline, en Champsaur, et d'essayer d'observer les aigles. Après, je suis allé en seconde au lycée à Gap. Évidemment, vu que j'aimais les animaux, on m'a dit que j'étais un scientifique et qu'il fallait que je fasse une seconde C, une seconde scientifique. Je détestais les maths. Donc, la première seconde, ça a été la cata, j'ai repiqué. Et à la deuxième seconde, j'ai eu 16 ans. Et à Pâques, je suis parti en vacances et je suis jamais revenu à l'école. Et là, j'ai un truc qui m'a profondément marqué. Je me vois avec ma mobilette, mon 104 Peugeot, partir de Saint-Bonnet, aller à Moline avec cette mobilette et me dire tu retourneras pas à l'école. Et là, j'ai ressenti
une liberté énorme. Et c'est là que j'ai travaillé comme ouvrier forestier à l'ONF. Et l'hiver, j'étais moniteur de ski. Et entre deux, je me baladais, je voulais faire des photos d'animaux. J'ai rencontré une personne, un réalisateur complètement allumé et charismatique, qui m'a emmené en tant qu'assistant en Haïti pour faire un film sur le vaudou, sur les sociétés secrètes de magie noire à l'époque de la Toussaint. Et donc ça a été une expérience complètement choc pour moi, où en même temps je me réalisais, j'ai été valorisé au travers de ce côté très aventure. Je touchais aussi du doigt un petit peu le cinéma documentaire, et ça m'intéressait parce que j'étais déjà passionné de photos et autres. Et en fait, là, je me suis fait piéger. Et j'ai passé 25 ans, en fait, à jouer au Globetrotter et à faire des films, des documentaires sur des gens dans des pays lointains. J'étais dans une quête de sens, et le problème, c'est que dans les films que je réalisais, j'étais coincé par un formatage, comme le sont les réalisateurs qui font des films pour la télévision, par exemple, où on doit rentrer dans des cases. Et ça, c'est un truc que j'ai pas supporté. Donc j'ai tout lâché. C'était ça ou la dépression nerveuse. Et du coup, donc j'ai complètement craqué. J'ai tout arrêté et j'ai décidé de revenir à cette passion qui était la mienne quand j'avais 14 ans, c'est-à-dire d'essayer de voir, de filmer l'aigle royal chez moi, dans le Champsaur, dans mes montagnes. Et c'est là, pour la première fois de ma vie, que je me suis senti moi-même. Voilà, je me suis retrouvé moi-même. Et quand je me rappellerai toujours, quand je me baladais dans Saint-Bonnet, dans mon bled, et que je regardais les montagnes autour, je disais, voilà, j'ai raconté ce que je ressens. Ce film, il était construit avec une partie arrière du décor, filmée avec une petite caméra vidéo pourrie, où je me filmais moi-même d'une façon assez trash, avec un son trash, en train de faire des affûts, de progresser, etc. Et je me filmais moi. Pourquoi ? Parce que je voulais que les gens s'identifient à moi et comprennent le cheminement. Et puis, ce que je voyais qui m'émerveillait, c'était filmé à l'époque en argentique, donc en film, en super qualité. Et donc on était, tout au long de ce film, promené entre la petite vidéo décolorisée, un peu dégueulasse, qui racontait mon cheminement, et l'émerveillement des belles images racontées par Charles Berling. Moi, ce qui m'intéressait, c'est le chemin. Pour moi, c'est vraiment essentiel. Les gens ont tendance à court-circuiter le cheminement pour aller directement au but et à la belle image. Et moi, j'ai voulu aller à l'inverse de ça. Pour donner un exemple, qui pour moi est essentiel, c'est filmer un aigle sur son reposoir. Pour passer des semaines, des mois, à observer les oiseaux de loin, à la lunette, à la jumelle, pour voir leur fonctionnement. Donc c'est un travail de longue haleine qui est passionnant parce qu'on observe les oiseaux dans leur milieu naturel. Et les aigles aiment se reposer toujours sur les mêmes pitons rocheux pour observer leur territoire.
Donc une fois que vous avez saisi le bon reposoir, donc vous montez de nuit et vous posez un affût le plus discret possible. Vous le faites progressivement et puis vous redescendez. Et pendant 3 mois, vous n'y allez plus. Pour que l'aigle s'habitue à ce petit amas de branches, etc. Et puis vous continuez à observer. Et puis un jour, tu pars, une nuit, tu vas tout sous l'affût et tu attends. Tu y passes 2 jours, l'aigle ne vient pas se poser parce qu'il n'a pas envie, parce qu'il est ailleurs, etc. Tu redescends, tu remontes, tu redescends. Et puis un jour, tu montes, tu te cales sous ton affût et l'aigle se pose et là, tu l'observes ou tu le filmes. Mais là, tu as un choc émotionnel colossal parce que ça fait des mois que tu cherches à avoir ça et en plus sans mettre le bordel. C'est-à-dire que l'aigle, il est là, il te voit pas, il te capte pas, il est peinard. Et là, tu vis un truc monstrueux. Ce que tu peux faire pour avoir exactement la même image et même mieux, c'est ce que font beaucoup de productions cinématographiques, c'est aller embaucher des aigliers, des gens qui dressent des aigles royaux, et tu vas choisir un joli piton, avec une bonne lumière, avec un glacier derrière ou tout ce que tu veux, tu vas te coller là et tu vas faire l'image, qui va être une image sublime d'aigle. Mais c'est une image qui va être vide. Et pour moi, le message, il est là. Le message, il est que là. Il est que là. Et aujourd'hui, dans cette surenchère de clics, de j'aime, d'ego et de vouloir toujours faire mieux que les autres, on passe à côté de l'essentiel. Et s'il y a un message vraiment à passer, ben c'est ça. L'important, c'est le chemin. Voilà, alors après, évidemment, c'est toujours pareil. Vous avez des gens qui filment des prédations en les provoquant. Avec des aigles dressés, justement, qui vont se jeter sur un âne. Oui, non, mais ça, c'est courant et le public ne s'en rend pas compte. C'est pour ça qu'il y a une forme d'injustice aussi, parce que tu regardes la télé, tu vois une putain d'image incroyable d'un aigle qui va choper un lièvre ou une marmotte, sauf que c'est un aigle dressé qui va te balancer sur un animal, voilà. Donc, dans la vraie nature et dans la vraie vie, filmer une prédation d'un aigle sur une marmotte haute, ça peut se faire, mais il faut avoir énormément de chance et il faut être prêt. Mais je suis pas dans cette surenchère de faire l'image que personne n'a et de faire le scoop, c'est pas du tout l'intérêt. Alors quand tu assistes à une attaque d'aigle sur une proie, bon, j'ai assisté, si je me creuse dans toute ma vie, et avec tout le temps que j'ai passé sur le terrain, j'ai dû assister à 4 prédations. C'est pas beaucoup, hein. Et tu sais ce qui m'a marqué le plus, quand j'ai assisté à une attaque d'aigle sur une marmotte notamment, eh ben c'est le bruit. C'est le bruit. Et c'est ça qui te fait lever la tête. C'est-à-dire que tu es là, tu marches et tout. Tout d'un coup, tu entends le sifflement d'une marmotte qui alerte. Et en même temps, tu entends un chou. C'est-à-dire cet oiseau qui pèse quand même quelques kilos, qui arrive à plus de 100 km/h, aile fermée. Et ça fait du bruit. Et en fait, moi, plus que cette vision de l'attaque, ce que je garde en moi et la force émotionnelle, la charge émotionnelle qui est en moi, c'est le bruit. Tu vois, c'est vraiment le truc qui m'a marqué. Et après, j'ai pu assister à des prédations, mais alors carrément à la lunette, donc beaucoup plus loin, beaucoup moins incarné, on va dire, où j'ai pu suivre un aigle que j'observais à la lunette en train de voler. Et d'un coup, ça m'avait marqué aussi, le voir accélérer, parce qu'il passait devant la montagne, en fait. Et il allait de plus en plus vite. Et moi, j'étais là à le suivre, mais il était très loin, donc je pouvais le suivre avec la lunette. Et je le suivais. Putain, mais c'était dingue, quoi, le truc. À un moment, tu te dis, mais il va arrêter d'aller plus vite. Et tout d'un coup, paf, il a chopé une marmotte. Il a basculé avec elle. Et il a commencé à s'en nourrir, à la manger. Et là, c'est vrai que c'est pareil. On a un côté
qui est pas très sexy, c'est-à-dire que la marmotte n'est pas encore morte, et elle bouge encore, qui commence à la manger. Bon voilà, puis après elle meurt, il la mange, et ce à quoi j'ai assisté ce jour-là et qui m'a profondément marqué, alors là j'ai pas vu qui était le mâle ou qui était la femelle, mais c'était un couple, l'autre aigle est venu se poser à 10 mètres, et poireauter, tranquille. Et au bout de 3/4 d'heure, il s'est envolé, et l'autre est venu et a bouffé encore pendant 3/4 d'heure, c'est-à-dire que voilà, ils ont partagé le festin, c'était une belle marmotte. Et cette vision que j'ai eue ce jour-là m'a aussi énormément marqué. Il y a tellement peu de chances que tu sois là au bon endroit au bon moment que tu as l'impression d'être privilégié et que c'est un moment rare. Donc forcément, c'est très fort au niveau émotionnel. Après, il y a aussi le côté biologique, c'est-à-dire de te dire que tu assistes à ce qui se passe dans la nature et que tu vois pas simplement un aigle passer en train de voler, mais tu le vois en train de faire son boulot, quoi. C'est-à-dire d'aller attaquer une proie pour se nourrir. Il y a la période des parades nuptiales, qui est une période qui se situe en général à partir du mois de février, mars, et où on assiste aux accouplements. On observe justement ces fameux reposoirs d'aigles qu'on a pris l'habitude d'observer, de scanner, si j'ose dire. Et quand on tombe sur un accouplement, évidemment, c'est toujours un moment très fort. Mais ce qui est bien, c'est que les accouplements sont fréquents. Donc c'est quelque chose une chose à laquelle on peut assister assez fréquemment et qui sont des moments assez forts, mais souvent assez lointains. C'est vraiment une chance inouïe de pouvoir assister à un accouplement proche, parce que soit on dérange, soit, on n'est jamais là au bon endroit au bon moment. Mais c'est bien d'observer ça à la lunette. On est rive gauche du Drac. Donc on va pas donner l'adresse, mais on est sur le côté calcaire du Champsaur. Et un endroit qui est un endroit privilégié dans le Champsaur, qui est toujours à l'abri de la bise. C'est-à-dire que nous, c'est un peu notre hantise, la bise, le vent du nord. Ici, c'est très froid, c'est très nord, mais on est à l'abri de la bise. C'est l'endroit où j'ai passé, je crois, le plus de temps de ma vie d'adulte. Alors en plus, maintenant, il y a les loups, en plus des aigles, il y a beaucoup de cerfs aussi, chevreuils, sangliers. Donc on est dans un milieu complet, avec des ongulés sauvages, des prédateurs, il y a les marmottes aussi en pagaille, évidemment là elles roupillent, et les aigles. Il y a un observateur qui doit rester à sa place, qui peut être problématique. Parce que l'aigle est farouche, et si vous avez un aigle qui couvre ou qui a des petits, et que vous l'effrayez au nid et qu'il s'en va, eh bien le temps qu'il s'en aille, le nid peut être prédaté par exemple par des grands corbeaux. Donc il faut être très 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 prudent par rapport à ça, et puis il y a le côté aussi de comprendre, de trouver les nids, de trouver les airs. Moi je me rappelle la première fois que j'ai trouvé un nid d'aigle, mais c'était colossal, alors que je sais pertinemment que si quelqu'un m'avait montré cet air d'aigle, j'aurais dit merci, au revoir. C'était nul. En fait, tout ça, pour moi, est essentiel et à contre-courant complet de ce qui se passe chez la plupart des photographes qui, je le répète, veulent aller directement au résultat. Quand on réalise un film sur l'aigle royal, on est obligé de se plier à toute cette prudence. Parce que ça fait des années que tu cherches les nids des aigles. Les aigles te montrent leur nid. Tu es là, tu l'as sous les yeux. Évidemment, tu l'as à 400 mètres. Mais tu sais que si tu veux
filmer les aiglons, que tu veux filmer ce nid, tu dois t'approcher à découvert et tu auras du mal à faire un affût discret, donc tu risques de mettre le bordel et de déranger ces aigles. Donc qu'est-ce que tu fais ? Et ce que je sais de la biologie des aigles, c'est qu'ils changent de nid souvent. En général, sur un territoire d'aigle, il peut y avoir 3, 4, 5, 6, 7 airs. Puis l'année d'après, les aigles changent de nid, ce qui s'est réellement passé. Et là, j'ai une chance incroyable, c'est-à-dire que j'ai un endroit, une grotte, dans laquelle je peux rentrer et ressortir dans une falaise et me faire totalement invisible et être à moins de 100 mètres de cette aire d'aigle et d'observer l'élevage et l'évolution des petits jusqu'à leur envol. J'ai attendu que les aiglons aient une quinzaine de jours pour monter à l'affût. Et après, là aussi, j'ai été un petit peu récompensé parce que les aigles pondent toujours 2 œufs et il y a toujours les 2 œufs qui éclosent. Mais il y en a toujours un qui éclot avant l'autre. Et puis en plus, chez les rapaces, la femelle est plus grosse que le mâle. Donc, si tu as une femelle qui éclot 3 jours avant un mâle, elle va être beaucoup plus grosse, elle va dominer et en général, elle va le tuer. Ça s'appelle le caïnisme. Sauf si les aiglons sont gavés. C'est-à-dire s'il y a plein de choses à bouffer, que les adultes amènent à bouffer à profusion, et que cette aiglonne costaud, elle passe son temps à bouffer, et après à dormir. Et donc elle laisse son petit frère grandir, et du coup, il y aura 2 aiglons à l'envol. Pourquoi ? Parce qu'il y a à bouffer. S'il y a moins à bouffer, et que les parents amènent de la nourriture de façon plus sporadique, l'aiglonne, elle va s'impatienter, elle va tuer son frère. C'est ça, la cruauté et en même temps la magie et l'équilibre de la nature. Alors on peut trouver ça cruel, le fait de tuer son frère. Mais c'est comme ça. Et c'est ce qui permet aux aigles de survivre. C'est une adaptation aux ressources du milieu. Il y a une préservation de la ressource qui est la priorité pour permettre aux aigles de vivre. Et ce qui est marrant, c'est qu'évidemment, au plus les aiglons sont petits, au plus les adultes viennent souvent les nourrir, en régurgitant d'abord, puis après en leur découpant des petits bouts de viande et en leur donnant la béquille. Et là on assiste à un truc assez bouleversant de la tendresse parentale. C'est-à-dire très délicat. Cet oiseau qui a des serres redoutables, 100 kilos de pression au centimètre carré, etc., nourrit son petit. Mais alors voilà la douceur, la délicatesse, on y va tout doux, etc. Et donc on a des nourrissages qui rythment la journée quand on est à l'affût. Et puis au plus les aiglons grandissent, au plus les nourrissages s'espacent, parce qu'au plus les proies à portée sont grosses et au plus les aiglons se débrouillent. C'est-à-dire qu'à la fin, les adultes amènent carrément une marmotte ou un renard entier, et puis ils le posent dans le nid et les aiglons se démerdent. Et donc, ils peuvent amener une proie tous les 2 jours. C'est ce que j'aime dans l'affût, c'est-à-dire que la temporalité se cale sur la temporalité des aigles. Et quand on passe du temps à l'affût, observez ça, on se sort de nous-mêmes, on se sort de notre quotidien pour rentrer dans la temporalité de l'autre, de l'animal. Et ça, j'adore, c'est génial. C'est une patience qui n'a rien à voir avec de l'ennui. Parce qu'il y a toujours un truc à observer, mais en même temps, oui, il faut être patient, parce que il y a des tas de moments où il se passe rien. Et quand il se passe rien, que font les aiglons ? Ils roupillent. Et du coup, moi, je roupille aussi. C'est pas mal aussi de roupiller sous un affût.
Alors après, il y a eu un truc. C'est le moment de l'envol. Les aiglons, ils restent presque 3 mois au nid, 80 jours à peu près à l'air. Et puis il y a un moment. Alors au bout d'un certain temps, ils commencent à battre des ailes, à bouger, à s'impatienter. On voit qu'ils se musclent les ailes et puis qu'ils se demandent à quoi ça sert ces gros trucs-là. Et en même temps, ils ont cet instinct qui est de pas se jeter dans le vide. Parce que si l'aigle il se jetait dans le vide à la moindre occasion parce qu'il a envie, avant d'avoir des plumes, il tomberait, boum, il irait s'écraser en bas. Donc en fait, on a un oiseau qui a peur du vide, qui, au fil du temps, s'entraîne à battre des ailes et à se rendre compte que ça le fait décoller de 20 cm quand il met un coup d'aile, et puis voilà. Mais il reste très attaché à son nid et très peureux du vide. Et il y a un moment de basculement qui est extraordinaire, c'est le moment où les aiglons doivent quitter le nid. Et ça, c'est les adultes qui le provoquent. Et ça, je l'ai vécu dans ma chair, dans mon regard. Je l'ai vu, je l'ai observé. Et c'est fabuleux. Ça peut s'étaler sur plusieurs jours. Les adultes ne nourrissent plus les aiglons. Et ils les narguent. C'est-à-dire moi je l'ai vu, et c'est dans le film Vertige de rencontre, où on voit l'adulte qui arrive avec une marmotte dans les serres et qui passe devant le nid et qui fait que passer, et qui repart. Et l'aiglon qui est complètement hystérique parce qu'il a la dalle, il n'a pas bouffé depuis 3 jours et il a faim. Et en fait, il y a une communication qui se crée entre les adultes qui se posent sur un mélèze à 100 mètres, à 50 mètres, et l'aiglon qui gueule, qui appelle les adultes et qui demande à bouffer, jusqu'au moment où l'aiglon, affamé, se jette dans le vide. Et ça, c'est aussi un moment très fort émotionnellement, et surtout de voir à quel point, alors après ça dépend des conditions aérologiques, c'est-à-dire lui il choisit pas le jour où il va décoller, c'est quand il en a vraiment ras-le-bol qu'il se jette. Alors si c'est un jour où il pleut, etc., il va ouvrir les ailes et puis ça va pas porter, il va battre des ailes et puis il va aller se poser 300 mètres plus loin par terre ou je ne sais là où il peut. Et puis des fois, il y a un petit air, il y a des ascendants, et d'un coup il ouvre les ailes et ça l'emmène. Et moi j'ai vu des aiglons quitter le nid et voler pendant 1 heure. On voit, ils apprennent à bouger leur queue, leurs ailes, etc. pour... ils l'ont en eux, quoi. Et c'est des moments aussi magiques. Avec l'aigle, j'ai vraiment assisté à ces équilibres biologiques qui sont millénaires. C'est-à-dire que quand j'étais gamin, l'animal était rarissime. Et puis dans les années 75, il a été décidé de protéger les rapaces. Et là, les aigles ont profité de cette protection et ont commencé à être de plus en plus nombreux. Alors au début, ça progressait très lentement parce qu'il y avait peu d'aigles. Et puis après, au plus il y a d'aigles, au plus la machine se met en route et au plus il y a de reproduction et au plus il y a de territoire occupé par des aigles. Et moi j'ai assisté à ça de mon vivant, à cette évolution du nombre d'aigles. Ça a duré pendant 20, 30 ans. Et puis depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, le nombre d'aigles stagne. Pourquoi ? Parce que tous les territoires disponibles, notamment dans les Alpes, sont occupés aujourd'hui par des aigles. On n'arrête pas d'entendre dire, et moi ça me révolte, qu'il faut réguler les prédateurs. L'exemple des aigles nous montre que la régulation se fait d'elle-même et que c'est pas nous qui devons décider d'éliminer les prédateurs pour les réguler, mais que ce sont eux qui font le ménage.
ils font le ménage. Ils sont territoriaux, ils virent les concurrents, les jeunes se dispersent, donc on n'aura jamais de saturation. Et pour moi, s'il y a un message à faire passer, il est là. C'est-à-dire que ce que j'ai pu observer dans ma vie sur les aigles prouve de façon indiscutable que les aigles se régulent eux-mêmes. Et on peut assister en toute discrétion à un exemple des grands équilibres biologiques et du fait que les aigles, très nombreux aujourd'hui dans les Alpes, parce qu'occupant tout leur territoire possible, ne font pas disparaître les marmottes et ne font pas disparaître leurs proies. Pour moi, c'est essentiel. Mais il y a une chose à laquelle il faut, je pense, se méfier. C'est le côté emblématique de certaines espèces, tu vois, comme les aigles, comme les loups, comme les ours blancs, voilà, on en parle beaucoup. Et on entend souvent, quand on parle de ces espèces, le fameux terme biodiversité. Mais n'oublions pas que derrière ces espèces, qui sont d'ailleurs souvent des espèces adaptables, opportunistes, eh bien, il y a un cortège d'animaux et d'espèces beaucoup plus discrètes qui disparaissent, là aussi, dans l'indifférence générale. C'est-à-dire que la biodiversité, qu'est-ce que c'est ? C'est pas l'aigle, c'est pas le loup. Il en fait partie, bien évidemment. Mais la base de la biodiversité, c'est quoi ? C'est les sols, la richesse des sols, les insectes et les oiseaux, évidemment, qui s'en nourrissent. Et quand on assiste aujourd'hui à l'effondrement des populations de passereaux qui se nourrissent d'insectes et à l'appauvrissement des sols, on a vraiment de quoi s'inquiéter. Donc il faut toujours se méfier de cette espèce de leurre qui est l'animal emblématique. Mais au plus j'avance et au plus je parle des aigles, au plus je parle des loups, au plus je pense aux trachémoteux, au plus je pense aux hirondelles. L'hirondelle rustique qui nichait partout dans nos granges, qui disparaissent de façon alarmante, et le cortège d'insectes. Donc tout ça, pour moi, est essentiel, et c'est bien de remettre un petit peu l'église au milieu du village et de le préciser. Si je dois faire une conclusion, par exemple, du temps que j'ai passé à observer les aigles, déjà je continue. C'est jamais fini, c'est ça qui est fabuleux. Ah ben l'affût, c'est un art de vivre, et un art de percevoir la vie et de se percevoir soi-même. Il y a un côté aussi qui pour moi est essentiel, c'est-à-dire cette perméabilité du monde qui nous entoure, c'est-à-dire que l'observation pendant qu'il se passe rien justement au niveau de l'animal qu'on est censé regarder ou observer à l'affût, je donne souvent cet exemple de l'observation des fourmis ou des insectes qui viennent butiner l'infiniment petit, avec des questionnements sur le sens de leur vie à eux, de ces insectes qui sont si loin de nous, mais qui appartiennent à notre monde et qui participent à son équilibre et au fait qu'on soit là. Parce que chaque maillon de cette chaîne alimentaire est indépendant des autres. Donc, quelque part, on dépend tous les uns des autres. Alors, d'un côté, on observe cet infiniment petit en se questionnant et en essayant de trouver un sens à cette vie-là. Et puis, il y a les nuits, par exemple, à la Belle Étoile, où on voit la voûte céleste, où on observe les étoiles, les planètes, la Voie lactée. Et là, on part dans l'infiniment grand. L'affût provoque ce genre d'émotion et de réflexion qui est finalement notre place dans le vivant, entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. En même temps, je suis finalement assez pragmatique, c'est que j'ai appris à me connaître moi-même et d'être aussi, de réfléchir au sens de la vie au sens large et notamment au sens
de la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Le côté toujours plus, le côté frénétique, le côté pressé. Donc d'un point de vue philosophique, je crois qu'on peut même dire politique, le fait de s'immerger comme ça avec des buts qui pourraient paraître futiles à certains, pour moi sont essentiels parce qu'ils permettent de prendre la distance, de relativiser, d'analyser et d'avoir une autre place dans le monde. Parce que c'est tout bête, le fait de te dire que tu es à ta place. Et pendant 30 ans, même si c'était gratifiant, même si je gagnais bien ma vie, même si tout le monde me regardait avec des yeux qui brillent, avec toutes mes aventures, j'étais pas à ma place. Et quand j'étais dans un avion et que je partais au Canada ou je sais pas où et que je chialais, parce que je pensais que j'avais le cafard parce que j'étais parti du Champsaur, c'était pas très glorieux. Donc le retour, ça a été pour moi, aujourd'hui je suis apaisé. Finalement, cette histoire d'aigle, ça a été un déclencheur, ça a été l'ouverture vers une nouvelle vie. L'ouverture vers quoi ? Vers les loups. Et ça, évidemment, c'est une autre histoire. Milou a trouvé sa place. De retour dans les montagnes des Écrins, en accomplissant son rêve d'enfant, faire un film sur l'aigle royal et un film sur l'homme qui filme l'aigle. Car le naturaliste est aussi conteur, créateur et poète de l'image, tout à la fois. Merci sincèrement à Jean-Michel Bertrand pour son accueil et pour nous avoir guidés sur le terrain. Merci à l'audionaturaliste Boris Jolivet pour ses sons de nature. Nos remerciements aussi à Stanislas Wroza pour l'accès à la sonothèque du Muséum d'Histoire Naturelle et au Parc National des Écrins pour le parrainage du podcast. Cet épisode est enregistré et réalisé par Laurent Sistac avec la voix de Zora Descrivelles et la musique de Sésame Music Agency. Une production La Belle Échappée.